deuxième élément qui aussi touche à cette dimension de la ville intelligente et qui m'intéresse dans mes travaux, je travaille actuellement sur un projet qui s'appelle l'imaginaire de l'intelligence. Il me semble que depuis 5 ou 7 ans, mais il se trouve que aussi c'est l'année Turing, c'est le 100e anniversaire, le mot intelligent revient avec force. Non pas seulement dans le modèle de l'intelligence artificielle, on parle d'intelligence économique, intelligence sociale, ainsi de suite. Il y a un imaginaire de l'intelligence qui est quand même assez diversifié, souvent contradictoire, et qui semble habiter et parfois miner nos réflexions pour penser comment construire, comment faire société, à la fois avec la technologie, mais aussi avec ses dimensions, disons, sociales. Et là, je vais juste prendre un élément, parce que ça a été très très présent dans ce qu'on a vu durant la journée, c'est la lecture. Je rappelle que dans l'étymologie d'intelligence, il y a légere, qui veut dire lire. Et l'étymologie d'intelligence, ça vient de savoir couper, choisir, sélectionner en lisant. C'est-à-dire que c'est une forme de discrimination qui est une marque de l'astuce pour pouvoir prendre quelque chose dans un contexte spécifique qui soit pertinent. Mais la lecture, il me semble aujourd'hui, et c'est l'une des grands défis de mon point de vue culturel de la ville intelligente, c'est la lecture industrielle. On a souvent oublié que la lecture était un exercice individuel, mais aujourd'hui, on n'a que de lecture automatique, entre guillemets, sémantique peut-être, on verra avec le Web 3.0 si jamais ça sera un web sémantique, mais en tout cas une lecture industrielle. Ce que je veux dire par là, c'est quand même, il suffit de regarder ce que Google fait par exemple, il ne fait que lire. C'est une lecture à une échelle étonnante. Le calcul qu'on voit avec les data centers, ainsi de suite, sont presque tous, avec les calculs d'hier, sont des moteurs de lecture qui sont en train de se transformer en des moteurs de recommandation, qui mettent en place des notions de pertinence, qui déplacent ce qu'on avait comme modèle de pertinence. Et il me semble que la ville intelligente est le lieu où ce défi et cet enjeu est en train de se jouer aujourd'hui. Alors par exemple, quand on vient de voir avec le web physique, c'est très intéressant de voir que c'est le modèle TCP/IP, qui est un modèle distributif, neutre, qui ne donne aucune priorité ni hiérarchie à n'importe quel data packet, et surtout qu'il accepte de fragmenter le message, le contenu, et de le rassembler à la fin. Et il me semble que c'est ce modèle distributif quand même, qui est le modèle de l'ouvert, qui est en train de se mettre en place, qui parfois rend très très difficile la mise en place d'une idée d'une ville intelligente. Quand même, il y a la gestion, il y a la centralisation, il y a toutes les structures bureaucratiques qui viennent dans cette dimension, qui ne sont pas nécessairement harmonieuses, disons, ou appropriées à un modèle qui est ancré dans quand même un idéal de l'ouverture, de l'accès et du partage. Et du coup, je ne vais pas traîner trop longtemps parce que je sais le temps est long. Il me semble, je vais reprendre une thèse classique d'un sociologue, parce que il me semble qu'elle est pertinente à ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui. C'est Max Weber qui, à la fin de sa carrière, ses étudiants, comme c'était la tradition en Allemagne, a été invité à faire une grande conférence pour clôture sa chaire. Et il a fait une conférence sur ce qu'il a appelé les deux éthiques ou les deux morales. Et il a dit qu'il a comparé l'homme politique et le savant, c'est-à-dire celui qui décide et celui qui cherche, disons, pour aller très rapidement. Il a dit qu'il existe deux éthiques, une éthique de la persuasion, une éthique de la conviction. Et ce modèle a tenu avec des petites variations jusqu'à aujourd'hui. Il me semble que la ville numérique, comme la culture numérique elle-même, nous invite à penser une troisième voie éthique. Parce qu'on ne peut plus séparer et distinguer entre ceux qui décident, qui sont les élus, les législateurs d'une part, et ceux qui travaillent, qui cherchent ou qui produisent, que ce soit dans l'entreprise ou à l'université. Pourquoi? Parce que c'est dans la nature de la culture numérique, qui est à la fois code informatique et sociabilité, de réunir les deux. On ne peut pas juste les réunir de manière simple, il faut réinventer et réimaginer quelque chose. Il me semble que les défis, comme les promesses de la ville numérique, nous invitent à imaginer et surtout mettre à l'œuvre une voie éthique dans cette dimension-là. Et pour terminer, puisqu'on a parlé de mobilité tout le temps, juste pour l'anecdote que j'utilise assez souvent, moi j'ai une hypothèse très simple que la culture numérique a commencé comme une culture de la chaise. Alors, vous savez, on était tous obligés d'être devant un écran énorme avec
un disque dur, tout ce qui était là, et on ne pouvait pas se déplacer pour travailler. Aujourd'hui, on ne fait que se déplacer, on évite même un écran comme celui qui est devant moi, c'est devenu presque inutile. Et on est devenu une culture mobile et ambulante. Mais dans cette mutation, quand même, il y a quelque chose de très très puissant qui est mis en jeu. Je reprends ici les analyses qui ont été faites par un ethnologue français, c'est Marcel Mauss, qui, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive souvent aux intellectuels français quand il arrive à New York, ils tombent souvent malades. C'était dans le siècle dernier, il arrive à New York, il est malade, il est dans l'hôpital, et il observe les infirmières qui se promenaient dans les couloirs. Et il dit, il y a quelque chose qui ne va pas parce que je reconnais la manière dont elles marchent. Comment se fait-il, je viens d'arriver il y a 3 jours, que je reconnais la manière dont les femmes new-yorkaises se promènent, se comportent en marchant. Puis après, il dit, c'est simple, elles marchent comme les Françaises. Je dis, non, c'est pas normal, elles n'étaient jamais en France. Puis après, il fait un saut très très intéressant, il dit, c'est les Françaises qui marchent comme les new-yorkaises, et elles marchent comme les new-yorkaises parce qu'elles ont regardé beaucoup de films américains au cinéma à Paris. Et c'est à travers la posture du corps qui s'est transmise par la technique que le comportement et la position du corps a été modifié. Et de là, il fait un saut très très intéressant pour nous, je crois, avec la ville intelligente. Il dit, il se trouve qu'on peut avoir 2 civilisations différentes. Une civilisation avec la chaise, une civilisation sans la chaise. Pour étudier ce contraste, il choisit la Chine, qui est la civilisation de la chaise, on sait très bien, et l'Inde, qui est une civilisation sans chaise. Il suffit de regarder les peintures et lire les textes pour voir que ce n'est pas du tout la même chose. Et il dit tout de suite après que la nature de l'objet socio-économique et de l'objet culturel est façonnée par la posture et le comportement du corps dans une civilisation. Et il se trouve qu'aujourd'hui, avec la ville intelligente, on est en train d'hybrider ce qui était une culture de la chaise vers une culture ambulante. Et du coup, effectivement, on a à la fois beaucoup de difficultés à essayer de s'adapter et d'adopter ces mutations qui sont mises en place, mais en même temps, on est invité à réfléchir au divertissement numérique, aux jeux vidéo, à tout ce qui se fait avec cette mobilité, parce que quand même, c'est la nature des objets qu'on produit à tous les égards et dans toutes les disciplines, si je me permets, qui sont façonnées par cette mutation. Et peut-être sur cette évolution de la chaise vers la mobilité, je vous remercie pour cette journée et de votre patience.